Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce soir, ce mercredi 9 avril 2025. L'actualité nationale ces derniers jours, c'est bien entendu le bilan des 9 années de gestion du régime Talon. On fait un focus ce soir sur les réformes politiques et leurs ramifications sur l'animation de la vie publique au Bénin, la refonte de la loi fondamentale, la relecture du code électoral, le financement public des formations politiques, la charte des partis politiques, et les implications de tous ces textes sur l'attitude et les habitudes des Béninois seront les aspects que nous aurons à aborder tout à l'heure dans l'info continue. Et deux personnes, pour ne pas dire deux amis, se montrent disponibles pour faire l'exercice avec nous. À ma droite, Gracien Makoko. Gracien Makoko, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kham. Bienvenue. Vous êtes juriste, chercheur et écrivain. Merci de vous être montré disponible. En face de vous, nous sommes avec Delphin Gangana. Il est analyste politique. Delphin Gangana, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ali Para. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Allez, merci pour votre disponibilité. Gracien Makoko, que dire des réformes politiques au Bénin aujourd'hui? Les réformes politiques, elles sont tellement nombreuses, tellement frappantes, tellement choquantes, que l'on manquerait de superlatifs pour les qualifier. Tout ce qu'on peut noter, c'est que à l'arrivée du président Patrice Talon, dans la familia politique, il a frappé beaucoup de coups. Et cela se ressent dans les discours publics, ça se ressent partout. On a vu que le paysage politique du Bénin n'a plus le même visage qu'il a par le passé. Et on constate quand même qu'il y a beaucoup de pas qui ont été faits dans ce domaine-là. D'accord, beaucoup de pas ont été faits. Qu'est-ce que vous notez comme, je dirais, pas significatif fait dans le monde politique depuis 9 ans en arrière? Comme il a dit, il y a tellement de trucs, de choses significatives qu'on a constaté que les trucs non significatifs sont vraiment mineurs et on ne peut pas trop s'attarder sur ça. Mais quand on va vouloir parler de réforme politique, il faut qu'on parte d'abord à partir de 2017 pour dire que c'est l'année qui a déclenché les réformes. C'est vrai que le rejet de la prise en compte même de l'étude du projet de révision en 2017 se trouve être un déclic. C'est ça qui a permis au chef de l'État de se dire il ne faut plus lâcher du lest, il faut prendre les choses à bras le corps. Il avait déjà l'habitude de se donner les moyens intellectuels, moyens matériels, moyens financiers pour ces projets, mais il a quand même compris qu'il faut encore beaucoup plus de stratégie histoire de pouvoir arriver à bout de ces ambitions. Et c'est l'occasion aussi de dire merci aux vaillants 19 députés qui avaient bloqué en son temps ce projet, parce que c'est eux qui nous ont permis de pouvoir bénéficier des prouesses du président Talon, parce que si eux, ils n'avaient pas bloqué ce projet, ils n'allaient pas aviser positivement pour qu'on puisse avoir tout ce que nous c'est votre façon de voir les choses. Oui. D'accord. Alors, avec ces réformes, vous disiez tout à l'heure, les comportements, les habitudes et autres ont changé. Qu'est-ce qui a changé au juste? Si on doit monnayer cela, qu'est-ce qu'on trouve exactement? On peut dire que le premier élément le plus frappant en termes de changement, c'est déjà le paysage politique. C'est déjà la cartographie des partis politiques, des formations politiques au Bénin. Nous sommes en présence d'un contexte de multipartisme régulé. Parce que, qu'ils vous souviennent, avant de comprendre de manière objective les réformes politiques sur le président Patrice Talon, il va falloir s'adonner à un petit exercice historique. Parce que notre pays a une histoire. Et je vous ai dit la fois dernière ici, on avait échangé et je mettais l'accent sur le fait que la plupart des réformes opérées, notamment dans le domaine politique par le président Patrice Talon, chacune de ces réformes-là était quand même le fruit de l'histoire de notre pays. Quand nous parlons de multipartisme, par exemple, et quel était le paysage du multipartisme politique au Bénin avant l'avènement du président Patrice Talon au pouvoir? Quand on remonte dans un passé très ancien, à la formation du tout premier parti politique, l'Union progressiste dahoméenne, lorsque ce parti a été créé, ça marchait bien, ça allait bien, et on constate que en 1951, il y a une loi qui permettait aux Dahomey de désigner 2 représentants. Ce parti choisit les représentants. Quelqu'un est proposé comme tête de liste, c'est-à-dire, je vais parler du président Émile Denis Sissou, paix à son âme, et son second titulaire sur la liste, le président Apiti. Mais le président Apiti estime que lui, il ne peut pas être un second titulaire, il doit être à la tête. Cela a entraîné un clivage, il quitte là et il va créer le Parti du Renouveau démocratique. D'accord. Mais après,
On dit, mais les gens du Nord disent, mais si Yapidi part et crée son parti politique, il faudrait quand même qu'un natif du Nord puisse accompagner le président Émile Denis Sissou dans cette bataille. Le parti s'est opposé à cela et le président Maga va quitter alors pour aller créer lui aussi le groupement ethnique du Nord. Et ainsi de suite, on constate que même après le renouveau démocratique, à chaque fois que lorsque vous êtes membre... Il y a de mécontentement quelque part, il y a entendu rapidement, on déménage et on crée une autre parti. Et c'est ça ce que nous appelions multipartisme intégral. Mais ça rencontré ou ça a engendré beaucoup de conséquences. On constate qu'il y a de l'instabilité politique au Parlement. On voit par exemple, bon, les gens sont fâchés de choses, la défense qu'on pour un bénin imaginaire. On va créer comment on appelle ça, le groupe G13 Baobab. Il y a l'Alliance Soleil, il y a FDU, etc. Et on constate que ce sont des groupements d'affinité qui n'ont pas forcément... Aujourd'hui, on peut se permettre de le dire. La réforme du système partisan est venue, je dirais, quadriller un peu les choses. Alors, vous parlez désormais, doit dire, de multipartisme régulé. Nous sommes en présence d'un multipartisme régulé, justement parce que vous avez constaté que dès les réformes, déjà au niveau du code électoral, le code électoral, c'est déjà en 2018, on a constaté qu'il y a eu, comme l'a dit le professeur Joël Aïvo, des balises politiques et constitutionnelles pour la régulation déjà de la création des partis politiques. Donc, pour créer les partis politiques, les conditions ont été un peu plus corsées que par le passé. Donc, ça veut dire que, bon, si vous n'avez pas un peu d'ancrage sur le territoire national, c'est devenu un coup ponctué. Il y a plus de contraintes. Alors, je vais vous poser cette question. Les partis ont été, je dirais, revus. On parle de multipartisme régulé désormais. Il y a plus facilité de créer les formations politiques comme on en créait comme des petits pains par le passé. On se demande concrètement qu'est-ce que cela vient améliorer au-delà de ce qu'on a qualifié de pagaille et de partis politiques qui poussaient à bout de champ. Qu'est-ce que cela vient améliorer dans le quotidien béninois? Oui, je pense qu'il a parlé de réforme, de système partisan intégral à réguler, mais moi je dis réformer. Ce que ça a changé est qu'on constate déjà une accalmie à partir de l'Assemblée nationale. Et puis sur le terrain, parce que... Il y avait du bruit par le passé, c'est ça? Mais oui, n'oubliez pas qu'avant on assistait à des démissions à n'en point fini de tel député d'un groupe parlementaire à un autre groupe parlementaire, et puis des rachats de députés par-ci. Qui cela gênait? Oui, cela gênait parce que quand vous avez du bruit de tous les côtés, ça ne permet pas la tranquillité pour faire le travail. Et je pense que le fait de vouloir réformer notre système partisan ne date pas d'aujourd'hui. C'est le vœu de beaucoup de personnes. Et vous allez constater qu'on a une accalmie, on a une accalmie actuellement sur le terrain politique. Parce que les démissions, les créations de partis politiques qu'on en avait, parce qu'on était parti de près de 200 partis politiques à 20 ou un peu moins de 20. Et non seulement, parmi les 20, c'est peut-être 3 ou 4 qui animent réellement le terrain politique. Du coup, on constate quand même que, bon, il n'y a pas une effervescence, mais c'est parce que le système partisan a permis à limiter la pagaille qu'on avait avant. Donc, la réforme du système partisan, on commence par le vote de la salle des partis politiques le 26 juillet 2018 sous la présidence du premier vice-président Eric Ondeté, parce que le président était absent au moment où le vote se faisait. C'est lui qui a présidé. Mais ça a doté notre pays d'un outil capital, d'un outil qui a permis de pouvoir, c'est-à-dire discipliner le terrain politique. C'est vrai que ceux qui avaient même participé au vote n'ont pas pu tirer leur épingle du jeu pour les élections, pour d'autres raisons. Et comme il a dit, chaque loi a une histoire. N'oubliez pas que si cette loi a été votée à l'unanimité, presque moins 1, parce que c'est un seul député qui s'est abstenu, c'est parce qu'il y avait un besoin de s'unir pour en découdre avec un régime qui se trouvait un peu comme au début de grossesse, où il y a une instabilité de nidation. Parce qu'en ce temps, il y avait
les déguerpissements, il y avait l'annulation des concours frauduleux, il y avait les diplômes qu'il faut. Donc, du coup, il y avait... Des mesures quelque peu radicales, n'est-ce pas, qui avaient créé des mécontentements. C'était une situation vraiment très tendue sur le terrain. Alors, on est venu limiter la pagaille. Il y a de l'accalmie au sein des formations politiques en termes d'animation et autres. On ne peut donc pas se plaindre de l'absence de démocratie que les gens dénoncent au sein des formations politiques à l'heure actuelle, Gracia Makoko. Mais vous savez, lorsque l'on parle de dénonciation, c'est justement parce que nous sommes en démocratie qu'il y a de la dénonciation. Si on fait un peu allusion au Sahel, d'accord, et on n'est pas en démocratie, on est dans une révolution populaire progressiste. Et là, on ne parle pas. Donc, quand les gens réclament aujourd'hui, les gens revendiquent aujourd'hui, il faut savoir que c'est parce que le régime politique dans lequel, ou le système politique dans lequel nous sommes, ça s'appelle la démocratie, que les dénonciations étaient possibles. Mais il faut rappeler que nous parlons de réforme. La réforme est une œuvre destinée à améliorer ce sur quoi je mettais l'accent, Gracia Makoko, c'est qu'on estime qu'au sein des formations politiques elles-mêmes, il n'y a pas de démocratie. Comment il s'appelle, Delphin Gangana a relevé combien, oui, cette réforme, ce système partisan a créé l'accalmie au sein des partis politiques. Alors, l'absence de démocratie au sein des partis politiques, on ne devrait plus dénoncer ça. Non, en réalité, il y avait deux problèmes. Le premier problème, c'était la floraison des partis politiques sans conviction. D'accord. Et l'autre problème était l'absence de démocratie interne des partis politiques. La réforme dont nous parlons actuellement a plus touché la régulation du multipartisme. D'accord. Mais la question de démocratie interne des partis politiques reste, même en dépit des réformes actuelles que nous sommes en train de saluer par l'arrêt. Mais ce que je voudrais dire, puisque tout à l'heure vous avez demandé ce que cela causait. Avant, je vous donne un exemple. Lorsque les gens ont plusieurs partis politiques, quelqu'un, il est le seul député de son parti, ou il est peut-être le seul maire, et on veut faire passer une loi à l'Assemblée nationale, les lois, ça se marchandait. Le vote des lois, ça se marchandait. Il faut d'abord que, si tu veux que je vote la loi, on demande au président de la République, mais il faut d'abord que le DGPOR soit un militant de mon parti politique, alors que c'est un parti départemental. Aujourd'hui, vous ne sentez pas, je dirais, ce marchandage politique. Non, mais aujourd'hui, il n'y a plus de marchandage. Si le président Patrice Talon veut négocier, ou ce qu'on se soit à partir de 2026 veut négocier, il y a quand même des grands ensembles. Et les ensembles ont des structures fortes. Et à l'intérieur de ces structures, en dépit du reproche d'absence de démocratie à l'intérieur des partis politiques, on va revenir par rapport à cela, on constate quand même que c'est plus facile pour un chef d'État de négocier avec 2, 3, 4 ou peu de personnes que quand même une raison. Et finalement, lorsqu'on doit contenter tout ce nombre de partis politiques, finalement l'intérêt du peuple sera absent. D'accord. Alors, Delphin Gangara, il y a d'abord que beaucoup de ces lois votées en dépit de tout ce qu'elles ont apporté de positif, n'est-ce pas, il y a de la controverse par moment, d'abord dans le style de gouvernance, mais aussi dans l'application de ces lois. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a nécessité de travailler à modifier ou améliorer, je dirais, le contenu afin de baisser un peu le mercure dans le monde politique? La perfection n'est pas de ce monde, donc tout est à parfaire. Du coup, il n'y a pas de système qui a seulement d'avantages. Il y aura des avantages, mais des inconvénients. Et même des limites. Des limites. Donc, c'est en implémentant, en évoluant, qu'on va constater les difficultés, les carences, pour pouvoir les corriger. Donc, on ne peut pas dire que tout sera tout droit, parfait. Non, il n'y a pas ce monde. Et non seulement ça, reformer quelque chose, c'est changer les habitudes de quelque chose. Et du coup, quand vous changez les habitudes, c'est sûr, il y aura quand même des glissements l'ordre ancien des choses. C'est sûr, il n'y a rien à faire. Et quand vous parlez de démocratie au sein des partis politiques, oui, il y a la démocratie au sein des partis politiques. Il y a la démocratie au sein de notre famille nucléaire, mais pourtant, il y a des oppositions. Donc, dans les partis politiques, même que, comme vous n'entendez pas de bruit, il y a quand même des bruits, mais peut-être que ça ne se fait peut-être pas sentir parce que la discipline de groupe aidant, les gens n'arrivent peut-être pas à tout dire, ou bien la façon de gérer les choses a peut-être changé. Mais l'autre chose, quoi, avant, c'était un peu comme on était dans un système de enfant, on dit, mais de l'unifier avec Patianou. C'est celui qui a la pâte qui a droit à celui qui a la farine qui a droit à la pâte, parce que c'est quelqu'un
qui a de l'argent et qui a créé son parti politique. Donc, c'est lui qui a la parole la plus forte. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. C'est que, parce que vous allez constater que les activités se mènent sur le terrain. Mais désormais, ce n'est plus, je suis leader de ma zone et j'organise seul l'activité, ce n'est plus ça. Même si j'organise l'activité, vous allez voir, c'est le bureau politique qui vient. Le secrétariat du parti est dans le sac du patron. Non, ce n'est plus ça. C'est que vous allez voir que c'est le bureau politique ou c'est peut-être un ensemble qui arrive à accompagner les activités sur le terrain. Donc, du coup, ça a changé beaucoup de choses. Et non seulement ça, vous allez constater que parce que quand on parle de réforme, n'oublions pas que la Constitution, telle que c'était, n'avait pas donné possibilité à certaines choses. Mais il a fallu qu'on revise la Constitution pour pouvoir doter notre pays d'un poste de vice-président. Pour pouvoir dire désormais, on a changé un aspect que je crois je n'ai pas lu toutes les constitutions du monde, mais en Afrique, je n'ai pas encore vu une seule constitution dans laquelle désormais la limitation de mandat n'est plus sur la durée de la constitution, mais la durée de vie de la constitution, mais c'est sur la durée de vie de l'individu. Donc du coup, si on le gardait ainsi, déjà à 60%, on va limiter les querelles politiques de renouvellement de mandat. Vous n'allez pas voir dans beaucoup d'États, je dirais, de pareil. Alors, je voudrais qu'on dise 2 mots sur le financement des partis politiques. Quelle lecture vous faites de cet effort qui est fait, dois-je dire, pour accompagner un peu les formations politiques? Bon, on ne peut juger une mesure qu'à l'épreuve. Et c'est déjà le deuxième exercice. Pour la toute première année, quel a été l'impact de ce financement des partis politiques? Est-ce que cela a servi à quelque chose a servi à l'intérêt général? Est-ce que quel est l'impact réel de ce financement? Parce que depuis longtemps, les gens ont crié, ont plaidé pour le financement des partis politiques. Encore qu'il faut aller parler également du financement de la recherche au Bénin, parce que sans la recherche, sans le financement de la recherche, il n'y a pas de développement. C'est un autre débat. Mais les partis politiques, de toutes les manières, ont déjà du financement aujourd'hui. Mais pour la première année, le tout premier financement qu'ils ont reçu, comment ils ont géré? Parce que quand on parle de financement des partis politiques, il faut parler de la gestion. La gestion interne de ce financement-là, au niveau des partis politiques. Mais qui contrôle? Est-ce que c'est la Cour des comptes? Est-ce que les comptes ont été certifiés? Est-ce que les sous ont été gérés par des comptables publics? Comment ça a été géré? Et à l'aune de quelles règles ce financement alloué aux différents partis politiques ont été gérés? Je pense que ce sont des questions que le financement m'inspire plutôt que le fait que le financement lui-même. Mais ce que je voudrais dire, c'est quoi? Vous voyez, nous sommes passés de la première année. On a financé les partis politiques. Et à la fin de cet exercice, personne n'a dit quelque chose. On n'a pas entendu de grogne. On n'a pas entendu une institution de la République qui dit, bon, comment vous avez géré, on veut comprendre, etc. Personne ne l'a dit. Et on est passé au deuxième. Et on passera peut-être probablement au troisième. Et au fur et à mesure, ça pose un problème d'efficacité. La question de gestion est ce qui vous préoccupe. Alors vous avez quoi à dire, Delphin Gagana, sur, je dirais, le financement public des formations politiques? Je pense que l'article 6 ou 7 a bien dit que les comptes doivent être certifiés et qu'il faut déposer le rapport, je crois, au plus tard le 30 avril de chaque année. Et il y a des missions de contrôle. Des missions de contrôle. Et c'est la Cour des comptes qui a un œil sur cela. Qui a un œil sur ça. Donc, du coup, ça a été bien dit, ça a été bien planifié. Maintenant, oui, est-ce que le rapport est rendu public? C'est ça, je n'en sais rien. Grosse interrogation. Donc, du coup... Mais, on va chercher des éléments nécessaires avant de venir approfondir les discussions. Le financement des partis publics, certes, ce n'est pas pour financer l'intégralité des dépenses pour les partis politiques. C'est pour financer... c'est pas les dépenses, en tout cas, partiellement, quoi. Ce n'est pas la totalité. Mais maintenant, les partis politiques qui n'ont pas d'élu n'ont pas droit au financement. Mais les partis politiques qui n'ont pas droit au financement aussi ont besoin quand même d'animer la vie politique. Ce qui fait que peut-être à l'avenir, il faut revoir les choses histoire d'intéresser tout le monde. Parce que si on ne le fait pas, ce serait quand même de 2 poids, 2 mesures, simplement parce que moi je dis, il ne faut pas qu'on soit dans la recherche de limiter la corruption et laisser d'autres personnes en rade pour leur dire, bon, ok, battez-vous, parce qu'en voulant se battre. C'est vrai que les partis politiques ont leur source de financement, c'est-à-dire la cotisation des membres, la cotisation autre chose des membres, les legs, les dons, et puis plein de choses. Mais ce n'est pas suffisant. C'est parce que ce n'est pas suffisant que l'État a jugé utile les accompagner en mettant en place
une loi autorisant le financement. Donc, du coup, il faut revoir un tout petit peu, histoire d'accompagner. En termes de modalités, Gracien Makoko, il faut avoir des élus avant d'être bénéficiaire de ce financement public. Pourquoi le législateur, parfois, n'est pas allé, je dirais, de façon un peu plus profonde pour permettre aux formations politiques en règle, en tout cas en République du Bénin, de bénéficier de ce financement public? Parce qu'on sait qu'il y a tout de même un esprit qui accompagne cette loi, non? Peut-être que le législateur veut anticiper sur l'instrumentalisation. Peut-être que les gens créent les partis politiques juste pour le financement. Pour bénéficier peut-être que c'est ça le motif du législateur. Mais ce que je voudrais dire avant cela, c'est par rapport à la certification des comptes, la gestion des financements publics. C'est vrai que ça a été prévu. Ce sur quoi je mettais l'accent, ce n'est pas que ce n'est pas prévu, mais le fait que le peuple n'est pas au courant, le peuple a droit à l'information. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Maintenant, peut-être que... Et cette curiosité du peuple, c'est dans beaucoup de domaines. Nous avons droit à l'information, le peuple a droit à l'information. Il ne faudrait pas que ce soit seulement au niveau des élites. Mais pour ce qui est justement de la limitation du financement aux seuls partis représentés. Mais quel était l'objectif du financement? Pourquoi on a commencé par financer les partis politiques? Le financement n'est pas un trophée de guerre. Ce n'est pas seulement quand vous êtes battu pour avoir de maires, de députés ou de présidents qu'on vous donne le financement en tant que trophée. Le financement, c'est pour, c'est pour éviter que les gens ne puissent se donner des mécènes, des groupes d'intérêt financiers pour pousser les restes derrière. Mais dans la pratique, il faut avoir d'abord des élus. Ça veut dire que ça fait après l'opération, n'est-ce pas, quand vous avez des élus, c'est ce que je dis. Du financement public. Quel est le degré de pertinence d'une telle démarche? Parce que les gens se sont déjà battus. Je vous dis que l'esprit du financement des partis politiques, pour ce que moi j'ai pu comprendre, c'est que les partis sont là et celui qui vous finance, on ne veut pas que Al-Qaïda finisse les partis politiques au Bénin. On ne veut pas que ce soit un particulier, un individu, parce qu'il est tellement fortuné qu'il met de l'argent pour financer un parti politique. Mais ça fait partie des problèmes que le financement souhaitait régler. Donc si ce n'est que ça le problème, attendre à ce que ces partis-là aient forcément des élus. C'est comme si on leur disait que bon, avant d'avoir des élus, en attendant, on peut vous faire financer par n'importe qui, etc. Je pense qu'on va davantage réfléchir sur cette question pour voir dans quelle mesure il faut élargir le financement. Vous militez à ce que les réflexions aboutissent à ce qu'on élargisse le financement aux autres formations politiques. Alors, un petit commentaire sur la désignation du chef de file de l'opposition, parce que en termes de réforme et autres, on en est arrivé à ce que, bon, on ait un chef de file de l'opposition à côté des modalités qu'il faut remplir avant d'arriver à cette destination. Et c'est une bonne sortie, mais la seule chose est à ce qu'il faut revoir ça, parce que nous sommes en train de changer notre façon de faire la politique, c'est-à-dire avant on faisait des élections chaque année, mais maintenant ça va devenir des élections je dirais de façon quinquennale. Donc du coup, cette loi a besoin d'être revue simplement parce que on doit pouvoir déjà encadrer, il faut déjà mettre un délai de désignation, parce que si on ne donne pas un délai, et c'est la Sénat qui doit pouvoir faire le point et transmettre au Conseil des ministres pour la nomination, c'est-à-dire pour l'officialisation de celui-là. Si on ne donne pas un délai, c'est qu'on va encore assister à ce que, bon, on va faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, sans la désignation. Mais l'autre chose est quoi? En 2026, on fera les élections générales, et puis après, on fera les élections présidentielles. Donc, il faut désormais fixer le délai pour que cela soit après les élections présidentielles qu'on arrive à désigner le chef de file de l'opposition. Parce qu'il n'est pas dit que l'opposition ne va pas gagner les élections. Mais si l'opposition gagne les élections, le chef de file de l'opposition ne sera plus celui qui... Puisqu'on n'a pas dit le chef de file de l'opposition, c'est celui qui c'est le parti politique, ou bien les partis politiques qui se sont déclarés officiellement de l'opposition. Mais si l'opposition gagne les élections, mais on ne va plus dire que c'est parmi ces partis politiques qu'il faut désormais fixer. Donc du coup, il faut donner un temps pour permettre à ce que les partis qui ont perdu les élections puissent se recomposer pour désormais se déclarer de l'opposition. Il ne manque pas de pertinence dans la lecture d'Alphin Gagana, non? Non, je pense que ce qu'il dit ne manque pas de pertinence, mais ce que je voudrais ajouter simplement est que la mise en œuvre de cette disposition de la loi me pose un problème à titre personnel. Le fait que ce soit le chef de l'État qui, par décret, choisit le chef de file de l'opposition. Non, le chef d'État ne choisit pas le chef de file. C'est quand même... On le laisse développer. Il est choisi, pour ce que je sais,
Oui. Le chef de file de l'opposition, on sait que bon, c'est le parti de l'opposition venu majoritaire, etc. à la fin on le d'une sait. élection législative. Mais il y a quand même un formalisme qui suit cela. D'accord, oui. Parce que la belle preuve, Oui. nous savons très bien que normalement c'est le parti démocrate qui doit sortir le chef de file de l'opposition. Mais jusqu'à aujourd'hui, est-ce que le chef de file de l'opposition est connu officiellement? Il n'est pas connu. Si. Mais officiellement, il n'est pas connu. Si. Parce qu'un chef de file de l'opposition, Oui. lorsqu'il est désigné, il a des privilèges. D'accord. D'accord, il a des privilèges et ces privilèges-là, bon, jusqu'à aujourd'hui, moi je n'ai pas l'information que la personne est entrée complètement dans ses droits. D'accord. Mais si c'est laisser ce choix-là ou laisser le formalisme derrière après le choix au bon vouloir du président de la République qui est la base de cette lenteur de l'officialisation de cette désignation, Oui. il va falloir peut-être trouver un autre mécanisme Oui. pour que la désignation ou l'officialisation se fasse peut-être tardivement. D'accord. Vous voyez, c'est ce que je voulais dire. Alors, pour ne pas embrouiller les téléspectateurs, je précise que le chef de file de l'opposition, au regard de la loi, c'est le parti de l'opposition déclaré comme tel, n'est-ce pas, qui arrive majoritaire, n'est-ce Tout à pas, fait, en tout à termes, à l'issue, doit dire des élections législatives en cours. Mais il y a un détail que souligne oui, tout à l'heure Gracien Makoko, c'est qu'au-delà de ce que la loi dit, il faut un décret que le chef de l'État en exercice prend, n'est-ce pas, pour désigner officiellement. C'est en ce moment que le chef de file de l'opposition puisque lui, rentre il a des en protections. exercice. Il a Oui. des protections. Oui. Et ces protections-là, ce n'est que ce formalisme-là qui le met à compte. Ça sous-entend que Ça veut dire que la loi est déjà là, mais dès lors que Si on le le fait pas décret n'est pas pris, 2026, c'est de nature à ralentir, je dirais, la désignation du chef de file de Bon, l'opposition. C'est ce mélange qui permet à certains de ne pas pouvoir cerner le bien fondé de la chose. D'accord. Parce que c'est la Sénat qui, à la suite des élections, c'est-à-dire législatives et communales, avant c'était les élections législatives et communales, mais maintenant c'est les élections générales, qui va faire le rapport des élections pour dire c'est tel parti qui se trouve être majoritaire. Ça veut dire que la Sénat doit transmettre un rapport au Conseil des ministres. Mais maintenant, c'est parce que le chef de file de l'opposition a droit à des privilèges, à certains droits et a besoin d'une protection que le Conseil des ministres va juste officialiser, va certifier. C'est ça, on a bien compris l'intérêt. Mais est-ce que ça a été fait jusqu'à maintenant? D'accord, on a bien compris l'intérêt. Mais est-ce que ça a été fait jusqu'à maintenant? L'article 8 a juste parlé de nomination, c'est juste pour donner le sceau officiel à cette nomination antérieurement fait par... Mais maintenant... On a compris l'esprit. Maintenant, quand ça tarde à sortir, quand on prend, je dirais, des mois et des mois avant de faire sortir cela, une fois que le rapport est présenté, on se dit que c'est de nature à ralentir les choses, non? C'est pour ça, depuis 2023, moi je disais qu'il faut déjà encadrer cette nomination pour que la Sénat sache dans quel délai il doit pouvoir rendre ce rapport pour permettre au Conseil des ministres de rendre public, en tout cas de prendre ce décret. Mais ceux qui demandent est-ce que c'est connu ou pas là, au moment où M. Éric Orunoté ou honorable Éric Orunoté demandait est-ce que quelqu'un l'a encore entendu demander ça? Parce que le porte-parole du gouvernement avait bien dit que ce décret a été pris. Et depuis ce temps, est-ce que vous avez encore entendu les démocrates crier qui n'ont pas reçu ce décret? Mais on leur a posé à des occasions, on leur a posé des questions, mais à aucun moment on n'a pu brandir, je dirais, le décret. Ça, c'est un problème à régler. On vous suit. C'est un problème à régler. D'accord. Il ne faut pas que celui qui est le numéro 1 de mes opposants, que sa désignation, son choix, l'officialisation de sa désignation soit le fruit de mon bon vouloir. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on peut enlever, qu'on peut corriger. Vous pensez que ce verrou lié au décret que doit prendre le chef de l'État, ce n'est pas la Sénat qui va aller jusqu'au bout, ou bien peut-être une autre institution, peut-être. Mais la Sénat ne peut pas donner des droits officiels à quelqu'un. Mais ce que Gracien est en train de dire, je voudrais qu'on se comprenne mieux, n'est-ce pas, c'est de lui donner la parole. Oui, en fait, c'est la volonté du législateur. C'est le législateur qui fait tout. D'accord? Puisque les compétences du président de la République, c'est la loi qui lui a donné ces compétences-là. D'accord? Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Maintenant, on voit que le bon sens aurait voulu que le numéro 1, d'accord, des opposants, que ce ne soit pas le gouvernement qui est là. Parce que si celui qui est ce numéro 1-là, le chef de file de l'opposition, je vous dis qu'il a des privilèges. Et il ne peut pas entrer dans ces privilèges sans que le décret n'est signé. Alors qu'avec une loi, on aurait pu régler ça. On aurait pu régler. Alors, la première expérience... Ce que je vous dis jusqu'à aujourd'hui, est-ce que
de manière officielle. Vous avez parlé du porte-parole du gouvernement qui a dit que le décret est signé. Mais quand un décret est signé, c'est publié au journal officiel. Mais ce n'est pas de la diplomatie secrète. Mais est-ce que les membres du parti pour les démocrates vous ont dit aujourd'hui, il y a un tel décret, où le décret se trouve à quel niveau? D'accord. Alors, je vais évoluer avec Delphin Gangana. La toute première expérience qu'on a eue avec cette question de chef de file de l'opposition, c'est bien entendu au niveau du parti FCBE, où Paul Humpé, qui est donc le secrétaire national exécutif, n'est-ce pas, devrait en fait être à bénéficier de ce décret. Mais un autre volet, c'est que la loi prévoit que le chef de file de l'opposition soit consulté sur certaines questions qui engagent l'avenir du pays. Mais le parti Foscori pour un Bénin émergent n'avait jamais été consulté par rapport à ça. Ça veut dire qu'il y a blocage à un moment, à un niveau donné, non? C'est un peu comme si nous votons des lois que nous ne respectons pas. Que nous ne respectons pas. Mais c'est bien de faire constater ça. Mais les démocrates ont été consultés plusieurs fois, ont été entendus plusieurs fois. Ça veut dire déjà que ça a commencé par évoluer parce que le président de la République les a rencontrés déjà au moins 2 fois sur certains sujets. Donc du coup, oui, la loi, mais nous sommes en train de dire pratiquement la même chose. C'est parce que la loi n'a pas encadré le délai de désignation officielle et n'a pas dit à quel moment ça devrait se faire, que ça a mis du temps parce que la Sénat n'a pas... Donc, nous disons pratiquement la même chose. Il faut juste revoir la loi. Il faut donc revoir la loi. Et qu'on a mis les lois à revoir. Il y a l'article 27 de la Charte des partis politiques qui a bel et bien dit que tout parti politique qui ne participe pas à 2 élections législatives consécutives paie son statut juridique. Voilà encore un autre débat. Parce qu'il y en a qui ont présenté juste leur dossier et le dossier a été rejeté et disent qu'en tout cas, eux, ils ont participé. Depuis 2023, moi, je demande, il faut que, et ça, je profite pour lancer un appel, il faut que le ministère de l'Intérieur arrive à rendre public les partis politiques qui ont perdu leur statut juridique, les partis qui ont fait fusion ou qui ont fait dissolution et qui ont fait fusion. Il faut désormais qu'on ait la liste de ces partis. Une forme d'actualisation, de mise à jour. Grâce à ma conclusion, ce serait votre mot de conclusion. Le temps est vite passé. Je sens que vous avez beaucoup de choses à dire. Simplement, c'est que ce sont des réformes, il y a des réformes profondes, des réformes importantes. Il y a toujours des grincements de dents. Je voudrais quand même solliciter la classe politique tout entière que s'il y a des choses qui sont encore, qu'il est possible de revoir, que les gens puissent entendre parce que les lois électorales, ce sont souvent des sources législatives chrysogènes. Donc pour la paix du Bénin, que les gens s'entendent pour que les élections de 2026 soient une occasion de fête. D'accord. Pour que cela ne soit pas la veille des élections que quelqu'un se lève pour dire mon parti politique existe encore. Gracias Makoko, merci beaucoup Delphin Gangana. Merci beaucoup mesdames, messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Demain, on va faire un focus sur les réformes, pour ne pas dire le bilan du chef de l'État, Patrice Talon, 9 ans après dans le secteur de la justice. Allez, portez-vous bien.